bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Espace Sattva, ce nouveau rendez-vous en ligne. On est enchanté de vous retrouver avec Rachel comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ravie d'être là avec vous ce soir encore pour une nouvelle séance, la dernière session de notre cycle de Ayurveda et psychologie. Encore un bon moment à passer. Et oui, tout à fait. On va parler ce soir de communication, la communication sattvique. Et donc, on va voir une conférence en 3 parties. Une première partie où on verra de quoi il s'agit quand on parle de communication en Ayurveda. Qu'est-ce que l'Ayurveda nous dit à ce sujet? Ensuite, on verra le rôle de la communication, notamment à travers les 3 gunas, les énergies du mental, sattva, rajas et tamas. Et enfin, dans un 3e temps, on verra ensemble le lien entre communication et neurosciences. On fera le lien avec les dernières découvertes scientifiques, et notamment à travers les neurones miroirs. Et donc, ce sera Rachel qui nous expliquera tout ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour la partie présentation qui va durer une 40aine de minutes. Dans un 2e temps, on ouvrira un temps d'échange et de questions-réponses pour environ une 20aine de minutes. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, ça se déroule ainsi. On va vous demander de conserver, de garder les micros éteints pendant le temps de la présentation. Et ensuite, vous pourrez donc poser des questions en levant une petite main virtuelle qui se trouve dans la barre de menu de Zoom. Vous avez tout en bas un petit onglet qui s'appelle Participants et vous pouvez cliquer dessus et vous verrez tout en bas sur la gauche, il y a une petite main bleue. Il vous suffit d'appuyer de cliquer sur la petite main bleue. Ça voudra signifier que vous souhaitez poser une question et on vous donnera la parole. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques annonces pour vous parler de nos événements, de nos activités futures, prochaines et à plus long terme. Donc, le prochain événement qu'on va partager avec vous, ce sera le dimanche 25 octobre. On aura un stage en ligne sur l'Ayurveda et qui va aller dans la continuité de la session de ce soir, puisque dans ce stage, on parlera toujours de la communication sattvique et on verra comment mettre en pratique au quotidien les principes de la communication sattvique, ce dont on va parler ce soir. On verra d'une manière vraiment ludique et pratique comment adopter une communication sattvique dans nos relations au quotidien. Dans ce stage, on aura donc cette partie conférence sur la communication sattvique et puis on aura un atelier cuisine en direct dans lequel on vous montrera comment préparer le panir, le fameux fromage indien qui est très très sain pour les personnes qui mangent les produits laitiers et même pour les autres, c'est quand même un produit très sain. Et ensuite, on le cuisinera dans une recette de curry doux à base de légumes. Et ça nous constituera un repas vraiment complet, réconfortant, nutritif. Voilà, ça c'est pour l'après-midi, la séance de 15h à 18h30. Et puis, pour que la journée soit complète et qu'on vous apporte la dimension holistique de notre approche chez Sattva Ayurveda, le matin, on aura une séance de yoga de 8h30 à 10h30, séance de yoga, de méditation. Et puis, on aura un temps aussi où on récitera, on chantera des mantras tous ensemble. Voilà donc pour notre prochain stage le 25 octobre. Et on le propose au tarif de 50 € pour la journée ensemble. Voilà. On aura d'autres stages à venir. On vous propose un stage par mois maintenant avec Rachel, vu le succès du précédent stage. Donc, on en aura un autre le 29 novembre où là, on parlera du feu digestif et on verra comment prendre soin de son feu digestif avec l'Ayurveda. Un autre stage encore le 20 décembre, dimanche 20 décembre, et là on parlera des épices, ces épices qu'on utilise beaucoup en Ayurveda, et on verra quelles sont les épices adaptées à la saison hivernale. Donc ça, ce sera pour le dimanche 20 décembre. Un point également sur nos autres activités. On vous rappelle qu'on vous propose des consultations en ligne pour identifier votre constitution ayurvédique, avoir un diagnostic également des éventuels déséquilibres, mettre en place un programme de rééquilibrage avec des conseils personnalisés, un suivi personnalisé.
On peut travailler aussi sur la gestion du stress. On vous propose un accompagnement avec l'Ayurveda, le yoga et la méditation pour les problèmes qui sont confrontés au stress et notamment au stress chronique. Et puis, vous pouvez aussi demander à la mise en place de séances de yoga individuelles. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on peut vous proposer. Notre formation en ligne, Ayurveda pour tous, elle est disponible sous la forme d'un package. Donc là-dedans, dans cette formation, vous allez apprendre les principes de base de l'Ayurveda. Qu'est-ce que c'est Vata, qu'est-ce que c'est Pitta, qu'est-ce que c'est Kapha, comment ça se décline lorsque c'est en équilibre, comment ça se décline lorsque c'est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe, comment ça se manifeste. Vous apprendrez aussi beaucoup de choses sur ces fameux gunas, Rajas, Sattva, Rajas et Tamas, et l'importance qu'ils ont aussi dans le phénomène de santé. On parle dans cette formation du yoga et de son importance, notamment dans la gestion du stress. Et puis, on aborde dans cette formation également la dimension spirituelle, la dimension philosophique de l'Ayurveda au cours des 3 dernières sessions. Donc, un programme en 12 sessions disponible sous la forme d'un package avec des bilans intermédiaires et puis un bilan de formation avec Rachel et moi à la fin des 12 sessions. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur la formation, sur les consultations sur notre site internet sattva-ayurveda.fr. Et puis, dernière chose qu'on vous propose, c'est une séance de yoga guidée de 30 minutes qui est disponible au tarif de 20 € sur le site. Une fois que vous l'avez achetée, vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Elle est disponible à vie. Et là, vous avez dans cette séance de 30 minutes vraiment l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour bien démarrer la journée, pour si vous voulez mettre en place une routine quotidienne avec salutation au soleil, avec relaxation et exercice de respiration. Voilà, donc ça, ce sont pour les activités de Sattva Ayurveda, Rachel et moi. Et bien sûr, toujours nos rendez-vous mensuels gratuits, Espace Sattva comme ce soir, les conférences en ligne. On en aura encore une tous les mois. Et puis, les espaces Sattva Méditation, on se retrouve pour 1 heure de pratique. Vous pouvez également retrouver toutes les informations, le programme des prochaines séances sur le site internet sattva-ayurveda.fr. Dans l'onglet événements, vous avez toutes les infos sur les prochaines dates. Voilà, donc on va maintenant entrer dans le vif de la conférence et je vais passer la parole à Rachel qui va d'abord nous mettre dans une bonne vibration avec le mantra d'introduction Sarve Bhavantu Sukhina que je vais vous partager tout de suite. Merci Kevin, merci. Alors voilà notre mantra qu'on connaît déjà bien pour la plupart d'entre nous. Pour ceux et celles qui le découvrent ce soir, c'est une prière universelle où on souhaite le bien-être pour tout le monde, dont nous, et qu'on voit les choses de manière positive. Et on va voir ce soir que c'est important dans la communication de voir les choses de manière positive. Alors on y va, je vais le chanter une fois, vous pouvez me suivre ou simplement l'écouter. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkam Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Merci Rachel. Merci. Je redonne la parole, Kevin. Merci, oui. Donc, on va commencer sur cette première partie de la communication sattvique, notamment. Donc, que dit l'Ayurveda sur la communication? Donc, l'Ayurveda, plus généralement, on le connaît pour sa dimension médicale de santé. On sait que c'est un système de santé, on connaît
connaît les massages, on connaît l'utilisation des plantes, on connaît les déséquilibres, les doshas, etc. Mais en fait, on va revenir à la source de ce que c'est, ce que ça veut dire Ayurveda. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus vaste qu'une simple médecine, qu'un simple système de santé. On revient à l'origine du mot. Ayurveda, c'est un mot sanskrit qui est composé de deux mots distincts. Ayush, qui signifie la vie, et Veda, qui signifie la connaissance, la science. Donc, Ayurveda, c'est la connaissance de la vie, la science de la vie. Donc, c'est beaucoup plus vaste qu'une simple médecine. C'est à la fois un système de santé, oui, où on parle de prévention, où on parle de guérison, de traitement. Hein. On le décrit avec les 5 éléments, les 3 doshas, c'est bioénergie. Donc oui, c'est un système de santé, mais c'est aussi une philosophie, un système philosophique. Hein. Dans l'Ayurveda, on décrit qu'un être humain, c'est l'association de Prakruti, donc la matière, et de Purusha, le principe de vie, l'énergie de vie. Donc, ça va au-delà de simplement la guérison, enfin la mise en équilibre de Prakruti. Il y a quelque chose qui transcende simplement la matière. Et puis, c'est aussi un guide de conduite, l'Ayurveda. Et on va même dire que c'est un guide de bonne conduite. Hein, on utilise dans les textes classiques, notamment nous, on se base beaucoup sur Ashtanga Hridayam, l'un des traités d'Ayurveda très, très célèbre. Dans le chapitre 2 d'Inacharya, ils utilisent le mot Sadvrita, qui signifie vraiment la vie juste, la vie vraie. Donc, on va, nous, voir plus en détail aujourd'hui cette partie de l'Ayurveda qui est le guide de bonne conduite. Et dans Ashtanga Hridaya, justement, on décrit toutes les bonnes manières d'agir, donc au niveau de l'action du corps, de penser au niveau du mental, mais aussi de communiquer. Et donc, c'est là qu'on va axer aujourd'hui notre conférence sur la dimension de la communication telle qu'elle est décrite dans l'Ayurveda. Ce guide de bonne conduite, c'est vraiment quelque chose de très large. Ça nous donne des préconisations qui peuvent aller de la prise alimentaire, comment manger, à quel moment manger, en quelle quantité, etc., jusqu'à l'exécution des besoins, en passant par l'exécution des besoins naturels. Il faut pas réprimer ses besoins naturels. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien décrit hein, de manière très, très claire, très, très pratico-pratique dans les textes. On va nous dire aussi de quelle manière il faut faire de l'exercice physique, jusqu'à quelle intensité il faut aller. Ça va aussi nous donner des indications sur comment penser, utiliser la pensée positive. Ça va nous demander d'éviter des pensées telles que la jalousie, l'envie, les reproches. Et puis, ça va nous donner des préconisations sur la manière de communiquer. Alors, on va voir ensemble, à travers des slokas, hein, des petits versets qui sont tirés d'Ashtanga Hridaya, qu'est-ce que dit l'Ayurveda sur cette communication, comment est-ce qu'on devrait communiquer donc pour avoir des relations apaisées avec l'Ayurveda. Moi, je vais vous lire 4 slokas. Le premier, je vais vous le lire en sanskrit, et puis après, je vous dirai la traduction. Et puis les autres, je les donnerai directement en français, parce que sinon, ça sera un petit peu fastidieux. Donc, le premier sloka, c'est le sloka numéro 26 du chapitre d'Inacharya. Il se lit ainsi « Kale itam mitam bruya davisam vadi peshalam ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'exprimer de manière adaptée en fonction de la situation, avec des mots qui sont appropriés, c'est-à-dire avec des mots empreints de vérité et qui sont agréables. Donc voilà comment il nous dit dans l'Ashtanga Hridayam comment il faut s'exprimer, donc avec des mots empreints de vérité et qui sont agréables. Donc on voit déjà tout de suite qu'il y a une dimension très spécifique sur la communication. On va chercher quelque chose qui va être plaisant, qui va être agréable, et surtout, on va chercher à dire des mots qui ne travestissent pas la vérité. Donc, on imagine déjà que c'est quelque chose qui a à voir avec sattva. Un deuxième sloka, on va dire, celui-ci, c'est le sloka numéro 27, où il explique comment on devrait commencer la conversation. Ils nous disent « Il faut d'abord commencer à converser avec un visage agréable. » Un visage agréable.
Il faudrait être vertueux, gentil et doux. Ne pas être à l'aise et heureux seul. Ne pas croire tout le monde, ni soupçonner tout le monde. Ne pas révéler que quelqu'un est mon ennemi ou que je suis l'ennemi de quelqu'un d'autre. Et enfin, on ne devrait pas rendre publiques les insultes qui ont été prononcées à notre encontre. On voit, il y a vraiment un guide de la manière dont on doit s'exprimer. Donc, un visage agréable, c'est quand même déjà quelque chose d'important. Ça veut dire avoir le visage ouvert, souriant, lumineux, et pas faire la tête d'une certaine manière. On verra dans la troisième partie dont nous parlera Rachel avec les neurones miroirs pourquoi c'est important de se présenter pour communiquer avec un visage agréable. Être vertueux, gentil et doux. Ne pas être à l'aise et heureux seul. Ça veut dire qu'on doit avoir à l'esprit que cette dimension de bien-être, on doit la partager. Ce n'est pas quelque chose qu'on va garder pour soi. Et puis, il faut aussi faire preuve de bon sens quand ils nous disent ne pas croire tout le monde, ni soupçonner tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de bon sens, ne pas être naïf dans la mesure où on croirait tout ce que nous dit autrui, et en même temps ne pas douter tout ce que dit autrui non plus. On doit rester dans une dimension de bon sens qui a trait, on peut le penser, avec sattva. Et quelque chose qu'on a aussi beaucoup tendance à faire de nos jours, c'est un petit peu ressasser toute la négativité qui nous a été transmise. Quand la dernière phrase, ils nous disent « on ne devrait pas rendre public les insultes qui ont été prononcées à notre encontre ». Lorsque quelqu'un nous parle mal, lorsque quelqu'un nous injurie, voilà, on a tendance à ressasser ça avec les autres et on crée une espèce de boule de négativité qu'on garde avec soi et qu'on perpétue en permanence. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut couper et garder pour soi même et ne pas entretenir cette boule de négativité. Un troisième sloka, c'est le sloka numéro 28. Là, il nous dit « En gardant à l'esprit la nature des gens, il faut traiter avec eux de la manière qui leur plaît le mieux et devenir expert dans l'art d'adorer les gens. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire en gardant à l'esprit la nature des gens? La nature des gens, c'est, on se rappelle que chaque personne est différente, elle a une constitution, elle a une proportion personnalisée de Vata, Pitta, Kapha, un déséquilibre de Vata, Pitta, Kapha qui lui est propre aussi, et puis chaque personne est aussi l'incarnation de Prakruti. Et pour chaque personne porte en elle le principe de vie, le principe, si on veut l'appeler divin. Donc on n'oublie pas aussi que face à soi, on a quelque part Dieu personnifié qui est en face de nous. Donc, on a du respect. Donc, on garde à l'esprit que chacun est différent avec sa propre dose de Vata, Pitta, Kapha, ses propres déséquilibres. Et donc, ce qui nous permet d'adapter vraiment notre façon de nous exprimer à la personne qui est en face et pas seulement à ce que nous, on est capable d'exprimer par rapport aussi à notre propre constitution. Et devenir expert dans l'art d'adorer les gens, donc c'est vraiment aussi cette dimension de service, d'être voilà, c'est vraiment le mot, dans cette dimension de service. Enfin, un quatrième sloka, celui-ci c'est le sloka numéro 21 du chapitre d'Inacharya, qui parle des amis, comment on doit se comporter avec nos amis. Il dit « Les amis doivent être servis avec affection et bonnes actions, tandis que les autres doivent être tenus à distance. » Alors, qu'est-ce que c'est qui sont ces autres? En fait, ce sont les personnes qui sont susceptibles de nous faire du tort, les personnes méchantes, les personnes perturbées. Donc, là aussi, c'est vraiment une question de bon sens. C'est les personnes qui nous sont chères, nos amis, les personnes avec qui on entretient des relations privilégiées, on va entretenir ces relations avec affection et bonnes actions. Mais les autres, les personnes qui sont négatives, qui vont nous faire du tort, eh bien on les garde à distance, on les évite. Donc ça nous montre aussi qu'il est nécessaire de faire le tri dans nos relations et de cesser d'entretenir des relations qui vont nous plomber, nous emmener vers le bas. Voilà, donc c'était un petit aperçu de la manière dont la communication est exprimée dans les textes de l'Ayurveda, notamment donc ici Ashtanga Hridaya. Maintenant, on va voir dans une deuxième partie
quel est le rôle de la communication en Ayurveda, notamment à travers les trois gunas, les trois énergies mentales, du mental, sattva, rajas et tamas. Et donc là, je passe la parole à Rachel qui va prendre la suite. Merci Kevin, merci. Merci pour cette première partie. Et oui, on voit comment, avec l'étude de ces slokas, comme l'Ayurveda est holistique, elle nous apprend vraiment à rentrer en relation, comment rentrer en relation avec les 5 éléments, que ce soit les 5 éléments qui composent notre corps par la connaissance de notre constitution, savoir ce que je vais manger, ce que je vais devoir éviter de manger, peut-être les plantes médicinales, mais c'est aussi les 5 éléments qui constituent notre mental et on va les revoir, Sattva, Rajas, Tamas, les 3 gunas, comprendre la psychologie, la mienne, celle des autres. Et c'est aussi comment rentrer en relation avec les 5 éléments autour de nous, donc avec les espaces qui nous accueillent, mais aussi avec les objets qui nous entourent et évidemment avec les personnes qui sont autour de nous. Et tout ça pour nous apprendre à avoir une bonne relation avec ces 5 éléments, dans le sens pour que chaque instant soit un instant de beauté et de grâce. Voilà, c'est ça l'Ayurveda, c'est faire que tout autour de nous soit harmonieux. Et évidemment, la communication, elle joue un rôle important. Alors, on l'a vu dans ces slokas d'ailleurs, il faut vraiment prendre soin de la relation, prendre soin de la communication, de comment je me présente. On l'a vu avec un visage agréable, des mots qui sont bien choisis, pesés, adaptés à l'autre, avec une gesture agréable. Pourquoi tout ça? Parce que le but de la communication, c'est quand même de faire passer un message. Donc, si j'ai un message, si j'ai une présentation agréable et un visage ouvert, il y a plus de chances pour que la personne à qui je m'adresse soit elle aussi dans un état d'esprit d'ouverture et donc capte mon message. De quel message parle-t-on aussi? Il ne s'agit pas de faire passer n'importe quel message. Le but de la communication, c'est de communiquer un message qui soit au service de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. C'est-à-dire que la communication soit au service de quelque chose qui est au-delà de notre ego, au service du bien-être de l'autre ou du mien, au service du projet pour lequel je travaille, etc. Donc, il faut que la communication, elle soit vraiment emplie de vérité, au service de la vérité, et c'est ça la communication sattvique. Ça va, vous m'entendez bien? Il y a un peu de bruit derrière moi. Ok. Ça va, on t'entend. Ça va bien avec la thématique. Alors, la communication, elle va bien avec notre état d'esprit. Si je suis dans un bon état d'esprit, je vais être plus à même d'avoir une bonne communication. Donc, effectivement, si je suis de mauvaise humeur ou si j'ai des préoccupations, ça va impacter la manière dont je rentre en communication. Du coup, on relie complètement en Ayurveda la communication aux 3 gunas, aux 3 énergies du mental qui sont Sattva, Rajas et Tamas. Et en fonction dans quel guna mon mental est établi, ma communication sera différente. La communication sattvique, on l'a vu à travers les slokas, c'est quand on est en paix, quand le mental est en paix, quand les idées sont claires, quand du coup le message que je vais faire passer va être aussi clair. Et c'est aussi une communication bienveillante au service de l'autre, tout ça on l'a vu. Et c'est une communication qui est dépourvue d'ego. C'est aussi... Voilà, là, désolée. Je vais rapprocher le micro. C'est aussi la notion de congruence pour les personnes qui en ont pas entendu parler. La congruence, c'est quand je suis complètement transparente entre ce que je vis et ce que j'exprime. Ce que je vis, ce que j'expérimente, est en complète harmonie avec ce que j'exprime. Et ça, c'est vraiment propre à la communication sattvique. Et d'ailleurs, on le voit quand on est face à quelqu'un qui communique très bien, avec les idées claires, il n'y a pas de décalage entre ce qu'on peut percevoir de sa communication non verbale. Et on sait que la communication non verbale, c'est 70% de la communication, donc c'est extrêmement élevé. Et quand il y a cette cohérence entre ce qu'on perçoit de l'autre et ce qu'il dit, on se sent
tout à fait en confiance avec cette personne. C'est ça aussi la base de la communication sattvique. Quand on est dans l'état rajasique du mental, eh bien, on est plutôt dans l'ego, lié à l'action. C'est-à-dire quand je suis en rajas, eh bien, j'ai envie de prouver à l'autre et à moi-même que je suis mieux, meilleure. Donc, on est dans une communication plutôt dans la rivalité, dans la compétition. Peut-être que je vais aller demander s'ils peuvent parler moins fort. Ok. Ouais. Ok, oui. Vous m'attendez. Attends, bien J'arrive. sûr, Rachel, oui, oui. À tout de suite. Voilà, ce sont parfois les aléas du direct, on va dire, hein. On va attendre que Rachel revienne. On vous montrera tout à l'heure une petite vidéo sur ce dont Rachel est en train de parler. Et puis, on aura également un temps d'échange tout à l'heure. Est-ce que tout le monde va bien? Vous suivez pour le moment? J'imagine que oui, je vois des visages sereins, voilà, souriants. Bonjour Delphine, rentrée de Grèce. Super. Voilà. Alors, super. Donc, j'en étais à la communication rajasique. Donc, quand on est dans Rajas, on est dans la rivalité, dans la compétition avec les autres. Et bien, ça amène des comportements qui peuvent être agressifs ou qui peuvent être voilà, dans la peur parce qu'on n'a pas envie de perdre l'idée qu'on a de soi-même et qu'on voudrait meilleur que les autres. C'est plutôt une communication qu'on peut dire dans l'offensive. Hein. On a envie en plus d'atteindre un objectif on désire quelque chose qui va servir notre ego. Quand on est en tamas, donc tamas c'est la passivité, c'est l'ignorance, hein, c'est la forme de l'ego où on est un peu coupé des autres et on est entre moi et mes problèmes. Donc, il y a une sorte de repli sur soi. Aussi, quand on est en tamas, on n'aime pas trop être dérangé dans nos habitudes, dans nos croyances. Et donc, ça amène une communication qui n'est pas dans l'offensive, comme en rajas, mais plutôt dans la défensive. Et ça peut aussi amener à une communication qui est dans la fuite, dans la colère, voire même la violence. Voilà un petit peu comment on peut décliner la communication à travers les trois gunas, sattva, rajas et tamas. Donc, l'idéal, on l'a compris, c'est d'être en sattva. Et pourquoi c'est si compliqué d'être en sattva au niveau de la communication? Parce que bien souvent, quand on s'exprime, on a peur de ne pas être compris. Et ça a deux conséquences. La première, c'est qu'on peut avoir peur de blesser l'autre. Et la deuxième, c'est qu'on a peur d'être rejeté et donc d'être blessé soi-même. C'est pour ça que la communication est toujours un petit peu complexe dans tous les domaines. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que la communication. Donc, on l'a vu, la communication, le but, c'est de faire passer un message. Pour ça, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Donc, ce que nous apprend l'Ayurveda, eh bien, c'est à la fois d'émettre un message en sattva et de recevoir le message aussi tout en restant en sattva. Comment émettre en sattva? Eh bien, d'abord, en observant notre propre rajas et tamas. Ça, c'est la première chose. Hein, de pouvoir en avoir conscience, de le noter, et puis ça permet de prendre un peu de distance. Et puis, à partir du moment où je l'observe, je fais le choix conscient de ne pas le déverser sur les autres. Et ça, on l'a vu dans les slokas, c'est-à-dire quand on nous dit de ne pas répéter les choses négatives qu'on a entendues sur les autres ou sur soi-même, eh bien, on ne va pas continuer à les répéter parce que ça, c'est quelque part déverser encore et encore le rajas et le tamas sur les autres. Ensuite, la deuxième chose pour émettre en sattva, eh bien, c'est d'observer son propre sattva et puis de le partager parce qu'au plus je vais le partager et au plus il va se développer. Ensuite, comment recevoir en sattva? Si on reçoit un message d'une personne qui est déjà en sattva, c'est facile. Hein. Le message passe bien et tout est OK. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on est face à une personne ou des personnes qui sont en rajas et tamas. Là, comment je fais, moi, pour rester en sattva? Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a des situations courantes dans notre vie quotidienne
Et ça, c'est le travail qu'on fera dimanche, où on verra vraiment dans des situations illustrées qui nous parlent à toutes et tous, comment on peut désamorcer une situation de conflit ou d'agressivité ou d'incompréhension, tout simplement. Quand on est en face à des personnes qui sont en Rajas et Tamas, comment on peut revenir, grâce à notre sattva, à une situation beaucoup plus saine. Donc, on ne va pas le faire là parce que ça serait beaucoup plus long, mais aujourd'hui, c'était important quand même de poser les bases pour pouvoir ensuite rentrer plutôt dans la pratique dimanche. Alors, on va passer à une deuxième partie qui est un peu plus sur les neurosciences. Donc jusqu'ici, on a vu, et on l'a vu à travers les slokas et à travers les 3 gunas, en fait, plus je suis en sattva et plus j'induis le sattva chez l'autre. De la même manière, si je suis en rajas et tamas, eh bien, plus de chances pour que la personne en face reçoive ce rajas et tamas et puis le soit aussi dans sa réponse. Eh bien, cela, ça s'explique en neurosciences depuis pas très longtemps, depuis les années 1990, par ce qu'on appelle les neurones miroirs. Alors, si vous n'avez pas entendu parler des neurones miroirs, on va en parler quelques minutes. C'est vraiment important et ça montre à quel point on est responsable de notre communication. Les neurones miroirs, ils ont mis en évidence le fait que lorsqu'il y a en face de moi une personne qui agit ou qui parle, qui ressent une émotion ou qui fait un mouvement, eh bien moi, cette personne-là va activer des neurones, des zones dans son cerveau, et ces mêmes zones vont s'activer chez moi qui l'observe. Donc, si la personne ressent de la douleur, par exemple, certaines zones de son cerveau vont s'activer, eh bien moi qui l'observe, ces mêmes zones qui sont liées à la douleur vont aussi s'activer chez moi, quand bien même je ne ressens pas la douleur. Voilà ce que nous apprend la neuroscience à travers les neurones miroirs. Ça montre qu'il y a en fait, nos cerveaux sont branchés les uns les autres en Wi-Fi constamment. Il y a complètement une interconnexion entre chacun d'entre nous, et ça nous montre aussi notre responsabilité de ce que nous transmettons autour de nous, parce que ça se propage quelque part un peu comme un virus. Par exemple, si je suis en rajas et tamas, eh bien, la personne qui m'observe va elle aussi déclencher les zones de son cerveau qui sont liées au rajas et tamas. Donc, ça peut être l'agressivité, la peur, peu importe. Et de la même manière, eh bien, si je développe du sattva, les personnes qui m'observent vont elles aussi activer ces zones du cerveau qui sont liées plutôt à la tranquillité, la paix et l'harmonie. On a une petite vidéo qu'on voulait vous projeter. Alors, elle fait 2 minutes 30 et elle reprend un petit peu ces explications sur les neurones miroirs. Vous allez voir, elle est assez bien faite. Oui. Ah, tu la partages? Ah, okay, tu l'as sinon? Je l'ai, oui. Je l'ai sous la main. Alors, je vais partager l'écran. Vous voyez? Non, pas encore. Non. Attends, je vais le faire. Voilà. Voilà, super. On va mettre en entier. Super, merci Kevin. Voilà. Pour effectuer un mouvement, le corps reçoit des ordres du cerveau. Les ordres sont envoyés par des microcircuits qu'on appelle neurones moteurs. À chaque action, des neurones moteurs spécifiques pour allonger le bras, pour poser la main sur la table ou pour attraper délicatement une cacahuète entre 2 doigts. Nos cousins les singes disposent du même type de neurones moteurs. Il y a quelques années, des chercheurs italiens ont fait une découverte stupéfiante.
Lorsque le singe observe quelqu'un qui saisit une cacahuète devant lui, ses neurones moteurs entrent en action comme s'il voulait agir lui-même et faire la même action que celui qui l'observe. Ces neurones moteurs sont des neurones miroirs. À travers eux, le singe, en regardant quelqu'un agir, se sent agir lui-même en se voyant à travers l'autre comme dans un miroir. Ces neurones existent probablement aussi chez l'homme. Ils pourraient nous permettre de rentrer dans la peau de l'autre, d'essayer d'agir à sa place, de parler quand il parle pour mieux déchiffrer ses actions, tenter de deviner ses intentions, se mettre à la place de l'autre, se regarder en lui comme dans un miroir. C'est peut-être une bonne manière de le comprendre. Peut-être. Voilà. Donc, c'est voilà, une petite vidéo que on a trouvée plutôt bien faite et qui nous montre… Vous m'entendez? Tout va bien. Je n'avais pas coupé le son, c'est pour ça, ça faisait encore un peu de bruit. Ah, ok. Voilà, la vidéo qui est plutôt bien faite nous montre effectivement comment nos cerveaux fonctionnent complètement en réseau. Hein. On est complètement interconnectés les uns aux autres. Alors, on peut se dire, bon, alors comment rester en sattva si la personne en face de moi est en rajas et tamas et qu'il y a ces mêmes zones qui s'activent chez moi, comment moi je vais pouvoir rester en sattva, hein, c'est une bonne question. Eh bien, parce que comprendre l'autre, ce n'est pas forcément agir comme lui. Et ça, pour ça, on a un très bel outil qui s'appelle l'empathie. L'empathie, c'est un terme qui a été qui a été découvert, inventé dans les années 1890 par un philosophe allemand. Et elle nous dit que l'empathie, c'est la capacité à comprendre le monde de l'autre. Empathie, hein. Pathie, ça vient de pathos, qui veut dire la souffrance, en dedans. Donc, je rentre dans la souffrance de l'autre. Ça me permet de ressentir ce qu'il ressent. Hein. Mais si je rentre dans la souffrance de l'autre, c'est aussi parce que je peux en sortir. Et ça veut dire que je ne vais pas rester collée à sa souffrance. Parce qu'autrement, on est deux à souffrir et puis ça aide personne. Hein. Ou alors on est deux à paniquer et personne ne s'en sort non plus. Donc l'idée, c'est de se servir de l'empathie pour comprendre l'autre et en ressortir pour pouvoir revenir à notre sattva et là pouvoir éventuellement proposer notre aide si cela est nécessaire. Voilà un petit peu ce que c'est que l'empathie et comment elle peut nous servir. On peut se demander est-ce que l'empathie est plastique, c'est-à-dire plastique, est-ce que c'est comme un muscle qu'on peut entraîner comme ça? Eh bien, c'est intéressant de voir qu'il y a des études qui sont actuellement en cours justement là-dessus et que on n'a pas encore de résultats, mais en tout cas, il y a des petites choses qui peuvent permettre de développer l'empathie et notamment en Inde, on parle beaucoup du seva, hein, le seva, le service aux autres, qui permet de développer un peu l'attention aux autres, de développer le service désintéressé, ce qu'on appelle aussi le karma yoga. Voilà, il y a plein de petites choses qui permettent de développer l'empathie. Et on en parlera aussi davantage dimanche. Voilà, on a aussi encore pour terminer, une petite vidéo qui fait 2 minutes et qui est assez bien faite aussi, qui illustre comment on peut vivre l'empathie au quotidien. Et tu l'as, Kevin? Oui, ou tu la partages? je l'ai sous les… Alors, je la partage tout de suite. Yes. Voilà. On va la mettre, la jouer en gros.
Voilà. Très poétique. Une belle vidéo qui montre encore une fois comment on est tous reliés les uns les autres. Et c'est intéressant parce que ça montre, ça peut poser la question de finalement quelle est notre liberté dans tout ça, puisque on voyage comme ça dans les univers des uns des autres tout au long de la journée. Et je ne suis pas une personne isolée des autres. Voilà, tout est en interconnexion. Les 5 éléments interagissent constamment les uns avec les autres, notre cerveau donc y compris. Pour refaire un petit peu le lien avec l'Ayurveda, vous voyez ces neurones miroirs quelque part, on peut lire leur fonctionnement à travers les slokas qu'on a vus au début, d'avoir une bonne présentation, une éloquence claire, positive, ne pas propager les négativités, c'est comprendre, comme nous l'apprend aujourd'hui les neurosciences, que les connexions entre deux cerveaux se font en fonction de ce que j'aimais, l'autre le perçoit et émet facilement les mêmes choses. Alors ça, c'est pour au niveau mental, mais aussi au niveau à l'Ayurveda, et on va terminer là-dessus. On nous propose d'autres outils très simples à mettre en place pour améliorer notre communication. Et ça, c'est notamment à travers une alimentation saine, puisque on le sait, quand on est en bonne santé physique, on a une bonne santé mentale. Et donc, si j'ai une bonne santé mentale, je suis plus à même de bien communiquer. Et puis aussi, on peut le comprendre avec la science moderne aujourd'hui qui parle du psychobiote. Voilà, si vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est assez intéressant. Donc, il y a pas mal d'études en cours en ce moment sur le fait que la santé de notre intestin pourrait vraiment être en lien avec la santé mentale. Et donc, plus je mange sainement et plus je vais avoir un mental calme et donc les idées claires et je vais pouvoir mieux gérer mes émotions et donc mieux communiquer. Et puis la deuxième chose, c'est pour faire le lien avec l'Ayurveda, c'est de comprendre que la communication, elle est liée au dosha Vata, puisque c'est le dosha Vata qui gère le système nerveux. Donc il y a des sous-divisions, notamment le Pranavayu ou Dhanavayu, qui sont des sous-divisions de Vata, qui sont vraiment responsables de la bonne communication. Et bien donc, je vais prendre soin particulièrement du dosha Vata. Comment? Notamment en le pacifiant. Mais ça, c'est aussi lié à la gestion du stress, c'est-à-dire pour calmer le mental, pour calmer le système nerveux, et bien, donc pacifier Vata, et bien, je vais faire des activités qui vont me calmer, comme le yoga, la méditation, le pranayama, travailler sur la respiration, ça permet d'activer le système nerveux parasympathique à travers le nerf vague. Et donc, tout ça conduit au fait que plus je suis zen, et mieux je sais communiquer avec mon entourage. Voilà un petit peu pour conclure de notre exposé sur la communication sadhvique, comprendre comment elle se décline à travers l'Ayurveda et aussi avec la connaissance actuelle des sciences de la neuroscience. Super, super, merci beaucoup Rachel, c'était vraiment passionnant tout ça. Et pour refaire le lien, il y a des personnes qui nous ont pris en route et qui se disent mais qu'est-ce qui va se passer dimanche? Donc c'est juste pour rappeler que le dimanche 25 octobre, on aura un stage en ligne sur lequel on prendra la suite de notre conférence de ce soir et on mettra en pratique les principes de la communication sadhvique à l'aide donc d'exercices ludiques. Enfin, on mettra vraiment en situation des expériences qu'on peut rencontrer au quotidien pour désamorcer. Donc voilà, c'était simplement pour les personnes qui ont pris en route et qui n'avaient pas entendu les annonces du début. Voilà. Alors, on va ouvrir le temps d'échange et de questions-réponses. Donc, si vous souhaitez poser des questions ou si vous souhaitez simplement faire un commentaire ou dire quelque chose, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la petite main virtuelle comme j'expliquais au début. Vous la retrouvez dans la barre de menu de Zoom sur l'onglet Participants. Et quand vous cliquez sur Participants, vous avez une petite main bleue en bas à gauche. Il vous suffit de cliquer dessus. Voilà, donc je vois qu'il y a une question d'Adriana. Bonsoir Adriana, donc on t'écoute. Là, vous m'entendez? Oui, Adriana, oui, bonsoir. Très bien. Bonsoir, Adriana. Bonsoir. J'ai vécu récemment une situation où j'ai eu une communication
avec des conséquences difficiles. C'était une personne à qui je voulais dire qu'il était difficile de lui dire les choses. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé et l'aime beaucoup. J'ai pas eu le courage de lui dire pendant le travail que ce qu'elle me faisait vivre ne me convenait pas. Et quand je lui ai dit, c'est sorti de manière peut-être pas sattvique. Mais comment fait-on pour dire à quelqu'un qui est susceptible qu'il est susceptible? Quand on communique, alors c'est une question intéressante, ça reprend un peu ce qu'on disait la dernière fois, dans l'exposé, c'est qu'on a toujours peur d'exprimer quelque chose du fait que ça, parce qu'on a peur soit d'heurter l'autre ou de se sentir rejeté parce que ça sera mal compris ou oui, mal compris. La base déjà, c'est de effectivement vérifier quel est mon état intérieur avant de pouvoir communiquer. Est-ce que je suis suffisamment en sattva, suffisamment calme pour pouvoir communiquer cela? Et pour ça, il y a une manière assez bonne qui est de simplement se demander pourquoi je veux lui dire ça? Pourquoi c'est important pour moi de lui faire part de ça? Et pour qui je le fais? Voilà. Est-ce que c'est pour l'aider, lui, ou elle, à grandir? Est-ce que c'est dans un élan de compassion, comme on pourrait dire? Est-ce que c'est vraiment à son service? Ou est-ce que c'est parce que ça me fait mal et que du coup, ça va sortir un peu comme ça sur la réaction, comme ça, un peu à vif, et que quelque part, eh ben, je lui en veux d'être susceptible comme ça, et parce que je sens que ça se retourne contre moi, enfin, peu importe. Enfin, tu vois, c'est essayer comme ça déjà de vérifier un peu quelle est l'intention au départ. Je complète parce que je comprends ce que tu dis, mais si la raison pour laquelle c'est quand même parce que cette susceptibilité me pèse à moi, qui ne suis pas, c'est pas forcément pour l'aider, mais c'est parce que moi, ça va, disons, faciliter la relation. Alors là, on en est où? Alors voilà, donc là on a passé le deuxième stade. Maintenant on sait que c'est parce qu'il y a quelque chose de lourd pour toi à exprimer. Hein. Donc maintenant on est au clair sur l'intention, c'est-à-dire le fait de communiquer ça, tu en attends que ça te soulage et quelque part ça pacifie la relation, parce que c'est comme ça, c'est quand même ça la finalité, hein, que la relation puisse être paisible. Et bien pour ça, et c'est important de pouvoir aussi prendre le temps de se faire peut-être ses propres scénarios avant et de s'entraîner à comment dire les choses pour que ça soit le plus calme et le plus tranquille possible pour que l'autre puisse l'entendre. Et puis, c'est aussi partir, quand on exprime, partir de son expérience. Parce qu'on a souvent tendance à porter la responsabilité de son émotion à l'autre. Par exemple, tu m'énerves parce que c'est toujours toi qui dois avoir raison. Voilà. Ou alors tu m'énerves parce que la maison est toujours en bazar. Eh bien la sémantique est très importante. Non, c'est pas la personne qui nous énerve. En fait, quand on comprend les bases philosophiques de l'Ayurveda, finalement, il n'y a pas d'autre. Personne ne nous fait vivre des choses. Il n'y a que nous et nos propres projections. Donc ça permet déjà un peu de désamorcer le fait que ce n'est pas l'autre qui est en faute, mais tout en lui faisant part de votre expérience qui est véridique, par exemple. Donc dans ton cas, de vraiment partir de je et pas de tu. Quand je discute avec toi, ça me fait mal parce que j'ai l'impression que ce que je te dis te blesse, et ça me fait de la peine, ou ça m'empêche peut-être de dire, d'être spontanée avec toi, alors que vraiment j'ai pas l'intention de te faire du mal, et pourtant j'ai peut-être la sensation que c'est comme ça que tu le prends. Tu vois ce que je veux dire? Parler de ce que tu vis toi. C'est ça la congruence aussi. Être en accord avec ce que tu vis et puis le dire, mais sans porter l'autre responsable de ça. Ça va, Adriana?
Facile à dire, hein. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais bon, ça donne des clés. Mm. Merci beaucoup. T'en prie, merci à toi. Merci, Adriana. Mhm. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question ou s'exprimer, dire quelque chose suite à la présentation? Je vois Bénédicte qui dit c'est les mêmes principes en communication non violente, essayer d'exprimer nos besoins et nos émotions en fonction de ce que l'autre nous renvoie. Eh bien oui, oui, la communication non violente, c'est une technique qui découpe un peu les étapes, voilà, qui est tout à fait valable, hein. Le problème de la communication non violente, c'est qu'à force de suivre des méthodes, ça peut paraître un peu robotique comme manière de s'exprimer. Souvent, on la découpe en disant d'abord parler des faits, puis j'ai besoin que, et puis on applique ça de manière un peu automatique, et ça ressemble vraiment à une méthode appliquée. Et en fait, ça fait l'autre personne en face s'énerve plus qu'autre chose. Mais ce qui est important en tout cas, c'est de comprendre la base. C'est-à-dire vérifier son intention, être suffisamment posé et préparé pour faire face à la discussion, à l'échange. Et puis, bien distinguer, c'est ça l'empathie aussi, distinguer les émotions de l'autre des siennes. Ça aussi, c'est important. Parce que si on exprime quelque chose et que la personne en face est sur la défensive, dans la peur, nous aussi, avec ces neurones miroirs, on va ressentir cette peur. Alors, est-ce que je vais y plonger ou est-ce que je vais pouvoir simplement observer et rester dans mon sattva stable? C'est pas évident. Alors, je vois que Manon souhaite également poser une question ou s'exprimer. Donc, Manon, bonsoir. Il faut que tu réactives ton micro. Celui-là, là-haut, voilà. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Bonjour Manon, Manon. bonsoir. On t'entend bien. Bonjour. Heureux de vous voir. Ça fait très longtemps Mm. qu'on est ensemble et qu'on suit les mêmes séminaires, je dirais. Oui. Et je dois vous remercier tous les deux d'avoir eu, et je suis très heureuse d'avoir participé à cette première petite soirée, je dirais, sur la communication. Parce que c'est une chose que j'ai réalisée depuis le début, qui manque peut-être à tout le monde. Et vous avez eu une magnifique explication très simple, très nette, que je pense personne ne peut ne pas y penser quand il se trouvera en face d'une difficulté. Et je tenais à vous remercier. Merci Voilà. Manon, c'est très touchant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manon, merci. Merci Manon. Et très heureux de te revoir aussi. Oui. Depuis la Grèce. Et oui. Ah, la chance. Calispera. À bientôt Manon. Bientôt, je ferme mon micro. Oui. Nous avons une autre question d'Émilie. Bonsoir Émilie. Alors, Émilie, on vous écoute. On vous entend pas très bien. Ça va mieux comme ça? C'est vraiment très très lointain. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Oui, c'est beaucoup mieux. Ah bon. Bonsoir Émilie. En fait, je me pose la question, moi je sens que la communication, la mienne, peut changer radicalement en fonction de mon état de fatigue. Et je trouve que ça se sent notamment avec les enfants, où en tout cas, me concernant, j'arrive moins à garder de patience, ou je sens que la fatigue est quelque chose contre lequel j'arrive pas à lutter et à garder une communication calme. Bon, voilà, je sais pas du coup au niveau des gunas, des doshas, où est-ce que ça se situe, cet état de fatigue qui fait que finalement les filtres tiennent moins. Voilà. Oui.
c'est une question intéressante, surtout quand on est face à des enfants. Bah là, on ne peut pas trop botter en touche. C'est souvent de l'instantané ou bah, voilà, et puis il faut être dispo. Hein, c'est comme ça, c'est souvent comme ça. Mais être fatigué, c'est pas forcément lié à Rajas et Tamas. C'est tout à fait naturel. Ce qui peut aider dans ces cas-là, c'est de communiquer sur cet état de fatigue tout en restant en sattva. Voilà. Pour l'instant, là, je sens que je suis fatiguée. Je suis pas en capacité de continuer notre conversation. Sinon, je risque de dire des choses qui n'ont peut-être pas de sens. Et je préférerais prendre soin là pour l'instant. De moi, je vais me reposer, puis si tu veux, on en discutera tout à l'heure, quelque chose comme ça. Mais l'état de fatigue, voilà, en tout cas, ce qui est important, ce que je veux dire, c'est que l'état de fatigue, c'est pas forcément quelque chose lié à Rajas et Tamas, hein, c'est tout à fait naturel, mais c'est comment je vais pouvoir la communiquer. Les émotions, elles sont pas négatives en soi, c'est simplement comment je les communique. Si, par exemple, je suis triste, quelqu'un m'a, comme, je sais pas, par exemple, mon frère m'a dit quelque chose qui m'a offensé, et ben, c'est pas rajasique Rachel, on t'entend. Voilà. Touché. Donc, vous m'entendez? Oui, c'est revenu. Ah oui, connexion instable. Ça va mieux? D'accord. Donc, si mon frère me dit quelque chose qui me blesse, c'est pas rajasique d'être blessé, mais c'est la manière dont c'est ce qui est sadvique, c'est comment je vais l'exprimer. Là, ce que tu m'as dit, ça me blesse beaucoup et peut-être c'est pas ce que j'aurais souhaité. Enfin voilà, la fatigue. Là, pour l'instant, je suis fatiguée. Et peut-être même si le dérapage avait déjà été fait, par exemple que vous êtes énervé parce que vous étiez fatigué, ben c'est toujours rattrapable. Ben, excuse-moi, là, je me suis énervée, c'est parce que je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Si tu veux, on reprendra la discussion tout à l'heure. Voilà. Ok, merci. Merci, Émilie. Merci, Émilie. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin de la conférence. Hein. Il est 20h, donc on va clôturer comme d'habitude avec le Sarve Bhavantu. Oui. Je le repartage peut-être pour que tout le monde puisse le suivre. Oui. Alors, et comme ça, il est là. Voilà. C'est bon, tout le monde voit le... Oui. Ok, super. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Nirabhaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Merci tout le monde. Et avant de nous quitter, je fais un petit coucou à ma sœur qui était parmi nous ce soir. J'espère que tu vas bien. Bonjour Coralie. Voilà. On vous souhaite une très bonne soirée.
Merci à tout le monde. À très bientôt. Portez-vous bien. Toutes les prochaines dates de nos rendez-vous sur le site internet sadhva-ayurveda.fr et puis le 25 octobre, la suite de la communication sadhvique dans notre stage Ayurveda. Yes. Vous retrouvez tous nombreux. À très bientôt. À bientôt. Belle soirée.